Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un trouble peu connu, la dermatillomanie, bien que plus d'1 million de personnes en France en souffrent, et principalement des femmes. Dans cet épisode, Camille Montaz du compte Instagram Possible, elle-même ex-dermatillomane, nous raconte ses années de crise, mais aussi et surtout comment elle a réussi à s'en sortir. En plus de son témoignage, et donc de son expérience, on parle également des symptômes qui caractérisent la dermatillomanie, des moments de crise, comment ça se passait, combien de temps ça durait, comment elle gérait ses relations avec les autres, comment les reconnaître pour les prévenir, et enfin des pratiques qui l'ont aidé à apaiser ces moments mais aussi à trouver un équilibre. Camille va aujourd'hui très bien, et ça c'est cool, et se considère une patiente experte qui continue de développer son compte Instagram afin d'aider et de donner des infos à ceux qui en souffrent. Bonne écoute mes loulous. Hello Camille. Hello Léna. Bienvenue dans Horizon Podcast. Merci. Ravie de t'avoir parmi nous pour parler d'un trouble, la dermatillomanie, pas trop connu non plus, même si tu travailles d'arrache-pied pour que la France en prenne plus conscience. Alors, qu'est-ce que c'est la dermatillomanie ? Alors la dermatillomanie, c'est effectivement un trouble anxieux qui est pas du tout connu en France, qu'il est un peu plus dans les pays anglo-saxons, qui est dans le DSM-5, donc le manuel des troubles psy catégorisés parmi les TOC, mais ce serait plutôt un tic. Donc voilà, il n'y a pas encore de consensus vraiment sur ça. Et c'est un trouble qui touche la peau, donc que ce soit la peau du corps ou la peau du visage, par lequel on va sans cesse vérifier, gratter, percer, triturer toutes les petites irrégularités qu'on peut avoir sur la peau. Donc que ce soit des boutons, des points noirs, des croûtes ou n'importe quelle aspérité. Enfin, parfois, on peut même gratter à partir de rien. Voilà, et c'est une sorte de refuge dans lequel on va se réfugier pour oublier un peu le quotidien, les choses qui nous stressent, etc. Et ça va vraiment plus loin qu'une problématique de peau ou juste de l'acné ou juste voilà percer 2, 3 boutons. Là, c'est vraiment un trouble obsessionnel dont on peut pas, enfin qui est très difficile à vivre et on n'arrive pas à s'arrêter en fait. Ouais. Et c'est quoi les symptômes caractéristiques de ce trouble ? Alors c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais moi c'est vrai que j'ai un rapport particulier à ma peau mais est-ce que je suis dermatillomane alors C'est qu'il y a ça. quand même des choses à savoir. Alors déjà souvent pendant les moments où on touche notre peau on appelle ça des crises et c'est vraiment on va être dans un état de transe dont on pourra vraiment pas sortir. Donc en fait c'est vraiment bizarre. Enfin c'est des moments où il va y avoir une partie de nous qui nous dit mais non mais tu vas le regretter, arrête, regarde ce que tu es en train de faire, etc. Et de l'autre côté, une force intérieure qui nous pousse à continuer et vraiment qui nous empêche de juste sortir de ça. Après, il peut y avoir des conséquences sur la vie sociale, donc des annulations de sorties, de soirées, de rendez-vous à cause de la peau. Donc, il commence à y avoir vraiment un côté obsessionnel du trouble qui fait qu'on va tout le temps penser à notre peau, aux petites irrégularités qu'on a, aux conséquences des crises. On va tout le temps regarder la peau des autres. On aura toujours l'impression que les gens regardent la nôtre et la jugent. Et voilà, il y a vraiment une sorte de monde intérieur qui se crée autour de la peau, de nos problèmes, etc. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a le temps passé, en fait. Le temps passé à toucher, gratter, vérifier les imperfections de la peau. Et aussi parfois à se maquiller, à camoufler, à choisir des vêtements adaptés, etc. Et tout ce que ça occupe dans la tête, en fait. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des symptômes dont tu parles qui sont vraiment similaires à ceux qui souffrent beaucoup d'acné. Donc, je pense que la différence, c'est vraiment le côté compulsif où tu as des crises, où tu es obligé de percer, je sais pas, pendant je sais pas combien de temps. C'est Ouais. plutôt ce côté compulsif qui va faire la différence avec des troubles liés à l'acné. Parce que tout ce que tu dis, tu vois, par exemple, le fait de pas oser dormir chez les gens, le fait de mettre plein de fond de teint pour que ça se cache, quitte à te taper des vieilles réflexions, genre t'en mets trop des make-up. Mais alors, les mecs, ils comprennent pas qu'en fait, c'est parce que tu souffres d'acné et que t'es complexé que tu mets ça. Donc, c'est pas comme si c'était t'amusais Ouais. de mettre d'avoir un pot de peinture sur toi, tu vois. Enfin, tu vois, il y a plein de symptômes qui ressemblent, qui sont liés vraiment à l'acné, quoi. Mais ce trouble est Ouais. différent par les crises compulsives. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, enfin, il y a des gens, typiquement chez moi, ça a commencé avec l'acné. Donc j'ai eu de l'acné, j'ai commencé à de plus en plus triturer ma peau, etc. Et petit à petit, j'ai mis en place des rituels que je n'ai plus réussi à arrêter par la suite. Et j'ai créé cette obsession parce que j'y ai trouvé finalement des bienfaits dans un sens.
comme dans tout trouble ou addiction, ça nous sert à quelque chose. Mais il y a des gens pour qui ça commence pas par de l'acné. En fait, ils vont en fait commencer à gratter même des petites croûtes, des piqûres d'insectes ou juste gratter leur peau. En fait, ils vont vraiment se créer leurs propres lésions à partir de rien ou vraiment à partir de, ils vont presser en fait du sébum qu'il y a dans les pores ou alors ils vont partir d'une pathologie de peau existante comme de la kératose pilaire qui fait en fait plein de petits points rouges sur les bras souvent. Donc tu vois, ils vont partir de trucs comme ça, mais en fait parfois ça commence pas avec de l'acné. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'acné. Alors ça c'est hyper important ce que tu dis parce qu'effectivement je trouve qu'on associe pas mal la dermatillomanie avec l'acné alors que ça n'est pas forcément ça. Et c'est quoi le truc que tu disais sur les bras, comment ça s'appelle? La kératose pilaire, c'est un autre nom, je sais plus, je crois que c'est peau de poulet ou un truc comme ça. C'est, tu sais, ça fait plein de petits points rouges en fait sur les bras. Je pense que tu t'as déjà vu peut-être autour de toi, Tu mais m'as dit comment ça s'appelle, je vais regarder. kératose, donc Keratose Ah oui, et pilaire, ok. pilaire, Je ouais. regarderai ça par curiosité. Parce que j'ai des petits boutons, mais je pense pas que ça soit à ce point-là. Mais moi, je me les traite. Enfin, même si effectivement, moi, je comprends un petit peu parce que dès qu'il y a des aspérités, on a envie de. Enfin, ça nous dérange, quoi. Enfin, je comprends. En plus, moi, Ouais. pareil, je suis une ex-acnéique. Enfin, quoi que je suis une ex-acnéique, je suis encore acnéique. Et effectivement, moi, je triture mes points noirs. Enfin, c'est surtout ma sœur. Je lui demande qu'elle me fasse mon nettoyage de visage. Mais après, je suis pas là à obsessionner dessus. Je suis plus sur mes ongles, par exemple, ce qui n'est pas la même chose. Mais Ouais, bah clairement. Bah, surtout que moi, je faisais aussi de l'onychophagie, donc le fait de se ronger les ongles, et j'étais aussi boulimique. Donc c'est souvent des troubles qui sont assez liés. En fait, c'est autant des troubles anxieux que des troubles de l'apparence, où on va aller essayer de contrôler un aspect de soit notre poids, de notre corps, soit notre peau, ou juste, voilà, avoir un comportement qui est centré sur le corps. Et justement, la dermatillomanie, comme l'onychophagie ou le fait de s'arracher les cheveux, c'est un CRCC, donc c'est un comportement répétitif centré sur le corps. Ça appartient à la même famille. d'accord, intéressant, ça je ne connaissais pas. Bon bah voilà, tu vois, je pense qu'à mon avis, il y a 80% des gens qui ont ce genre de trouble, puisqu'au final, les ongles, franchement, qui ne se touche pas les ongles? Vous avez de la chance hein, si vous me trifouillez pas les ongles. Rien que ça, même les cheveux, moi j'en connais plein qui se touchent les cheveux un peu trop, quitte à des fois avoir des petits trous, parce qu'ils l'ont tellement touché les cheveux que tu vois, ça s'est retiré à force, quoi. Oui, mais je pense que voilà, ce qui caractérise aussi le trouble, c'est quand il y a une souffrance qui est induite, en fait. C'est si vraiment ça commence à impacter la vie, qu'il y a des émotions associées qui sont assez dures, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, des moments un peu de repli parce qu'on n'arrive pas à affronter les conséquences des crises. Enfin, donc c'est quand ça commence à être douloureux dans la vie quotidienne que qu'on peut le caractériser comme un trouble, à mon sens. Ouais, je comprends. Ouais, on n'est pas tous là, heureusement. Est-ce que ça touche autant les femmes que les hommes? Alors sur mon compte Instagram, on est 17 000 personnes et il y a 5% d'hommes seulement. Donc je ne sais pas si à l'échelle de l'humanité c'est représentatif de la dermatillomanie parce que peut-être aussi que les hommes en parlent moins, peut-être qu'ils ont moins envie de se renseigner, peut-être que voilà ils sont moins présents sur les réseaux sociaux, mais quand même, enfin plusieurs études et psy spécialisées sur ça semblent dire que c'est quand même un trouble qui est plutôt féminin. Hmm. Alors raconte-nous ton expérience avec ça. Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Vas-y, raconte-nous. Bah moi du coup ça a commencé avec l'arrivée de l'acné. Donc quand j'étais au collège, je pense vers 12 13 ans, j'ai commencé à avoir des boutons et en fait au début ben je perçais un peu mes boutons comme tout le monde. Bah oui. Enfin comme beaucoup. Heureusement que tout le monde ne le fait pas mais comme beaucoup. Et je pense que j'ai vraiment mis en place un rituel avec ça parce que dès que je rentrais le soir chez moi, j'allais tout de suite regarder comment était ma peau. Dans la journée, j'avais aussi un petit miroir où je vérifiais tout le temps comment elle était. Et c'est vrai que la vue d'un bouton, ça me déclenchait vraiment plein d'émotions, en fait, de peur. Enfin, vraiment, je voyais ça comme quelque chose d'horrible. J'avais l'impression qu'on allait me juger, que c'était vraiment une partie vulnérable qui était visible de tous et contre laquelle je pouvais rien faire. Ouais. Alors que jusqu'ici, j'avais toujours été quelqu'un de très, justement, lisse dans ce que je renvoyais aux autres, etc. Et là, pour la première fois, j'avais une sorte d'intrus qui venait à mon insu. Et je pense que ça a été vraiment hyper difficile à vivre parce que, voilà, j'avais qu'une envie, c'était juste de faire disparaître ça, quoi, et de revenir à ma vie d'avant. Et donc, je pense que petit à petit, le fait de percer mes boutons, d'essayer de les gratter avec le doigt, etc., c'était une manière d'essayer de le faire disparaître, même si en fait, c'était l'inverse qui se produisait. Hmm. Et sur le coup, j'en retirais du plaisir, en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir une mission et de devoir le faire au bout et Hmm. d'avoir une satisfaction aussi d'arriver, tu vois, à faire sortir quelque chose,
à être cohérente avec ma pensée qui me disait que ça allait faire disparaître en fait cette imperfection. Et du coup, ben, je pense que petit à petit, ça a activé le circuit de la récompense en moi et ça a fait que j'ai eu besoin d'y retourner, d'y revenir et que c'était tous les jours sur des périodes de plus en plus longues avec des lésions de plus en plus profondes. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais plus m'en empêcher et que j'y pensais tout le temps en fait. Et tu le faisais tous les jours? Ouais, c'était, enfin, tous les jours, en tout cas, j'ai des souvenirs de vraiment, je prenais le bus, je rentrais chez moi et là, j'allais voir dans la salle de bain, je me collais de très près, j'allais regarder comment était ma peau la journée. Et puis parfois, ben, j'allais faire mes devoirs ou autre, mais le soir, quand j'allais juste me nettoyer le visage ou autre, ben, tout de suite, pareil, je refaisais la même chose et j'y passais des heures à regarder. Et ça durait combien de temps en moyenne, tes petits rituels? Au début, pas très longtemps, mais petit à petit, voilà, quand j'ai vraiment eu le trouble, enfin que ça s'était mis dans ma vie beaucoup, ben ça pouvait aller des crises jusqu'à 3 4 heures, quoi. Mais c'est énorme, mais en plus de ça, j'imagine que t'avais pas non plus autant de boutons que ça. Bah non, en fait, c'est ça, c'est que je me créais vraiment des imperfections à partir de rien, en fait, parce que j'avais une petite bosse ou j'avais un tout petit point noir ou autre, et en fait, j'en faisais quelque chose d'énorme parce que j'allais gratter. J'avais cette sensation qu'il y avait toujours quelque chose de plus à en extraire, donc je continuais, je continuais. Et même au bout de plusieurs années, j'avais l'impression de connaître ma peau par cœur, en fait, de savoir exactement la forme, la couleur, qu'est-ce qui pouvait en sortir, qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Enfin, j'avais tellement observé que j'étais un peu devenue une experte de tout ça, quoi. Mais malheureusement, dans le mauvais sens, parce qu'en fait, tous mes comportements de grattage, ils amenaient toujours que du négatif. Jamais ça n'améliorait ma peau ou son aspect. Enfin, ça apportait toujours des rougeurs, des lésions, des croûtes. Bah, Enfin, c'est ça, donc du coup, j'imagine que sur le coup, t'es hyper contente, t'es à fond, t'as une mission, ça, c'est excitant, t'es en transe, entre guillemets. Et puis par contre, à mon avis, le sentiment de culpabilité le lendemain, et puis surtout l'horreur de ce qui a été fait, quoi, l'après-bataille, quoi. Ça doit être horrible ouais. à vivre. Ouais, c'est exactement ça. En fait, sur le moment, enfin, moi, c'était de la dermatomanie par la vue. Enfin, en fait, je me mettais devant un miroir et je regardais. Donc, il y a des gens, c'est aussi par le toucher. Ils vont Mm. sans cesse toucher leurs bras, leur corps, leur poitrine et tout. Mais moi, c'était vraiment devant le miroir. Et en fait, sur le moment dans la crise, j'étais tellement collée au miroir qu'en fait, j'étais voilà de très très près, quoi. Enfin, comme si on regardait une fleur de très près. Bah, en fait, on verrait pas du tout l'ampleur, enfin la beauté de la fleur, quoi. En fait, on serait juste concentré sur des petits trucs et ce serait pas beau, quoi. Mm. Et en fait, dès que je me retirais, que je sortais un peu de cette transe, euh, pour X raisons, enfin, soit, je sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui arrivait, soit parce que il y avait du sang et ça me faisait revenir à la réalité, ou voilà, il pouvait y avoir plusieurs raisons. Bah là, je me reculais et vraiment, je prenais conscience de ce que j'avais fait. Et là, c'était le pire moment parce que tout de suite, on est assailli de pensées, de peur, en fait, par rapport à ce qui va se passer le lendemain, à comment on va faire, à de la culpabilité. Enfin, c'est horrible, quoi. Bah, puis surtout, c'est pire. C'est-à-dire que par exemple, si t'avais les deux trois boutons sur le visage, mais que tu passes quand même 3 4 heures, donc ça veut dire que t'as défoncé ta peau, donc il y a des croûtes, il y a du sang, il y a des gonflements, et le lendemain, bah, du Ouais. coup, tu peux même plus cacher, donc t'as encore plus honte. Ah oui, oui. Ah bah ça m'est arrivé plein de fois de rester enfermée, parfois plusieurs jours chez moi, quoi, en annulant tout, en donnant des mensonges, etc. Parce que je me voyais vraiment pas sortir comme ça. Et oui, parce que j'arrivais pas à le camoufler non plus, parce que parfois le maquillage, si les plaies sont un peu suintantes et tout ça, on peut pas se maquiller par-dessus, ou même ça se voyait trop en dessous. Et en fait, j'étais tellement enfermée dans mes injonctions de paraître parfaite, entre guillemets, que jamais ça me serait venu à l'idée de sortir quand même et de dire à quelqu'un, bah voilà je suis désolée, j'ai des petits soucis en ce moment de peau ou d'expliquer carrément ce que j'avais. Enfin, non, il fallait juste que je cache tout ça. Bah, puis tu sais, le pire dans tout ça, et tu dois bien connaître, c'est les copines ou les copains, ou même les gens qui te regardent pas dans les yeux et qui te regardent les boutons, et te regardent les cicatrices. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu vois la pupille qui descend, qui regarde les petits boutons, et toi t'es là, je te dis, mais oui, Coco, en fait, moi je fais ce que je peux. Tu vois, je dis, oui, bah oui, j'ai les boutons sur la gueule, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et c'est hyper gênant. Et effectivement, moi, quand j'étais dans cette phase aussi où j'assumais encore moins, maintenant, bon, bah voilà, j'ai 33 ans, au bout d'un moment, tu fais ce que tu peux, bah t'as un profil acné, t'as un profil acné, au bout d'un moment, tu t'acceptes aussi, tu vois. Mais du coup, bah, j'étais super gênée sur le moment. En fait, j'avais honte. C'est vrai que, tu vois, du coup, pareil comme toi, soit je mettais plein de fond de teint, mais j'avais aussi honte parce qu'on voyait la démarcation, la couleur de peau qui n'était pas la même. Ou alors, bah, comme toi, tu évites, en fait, t'évites le regard ou t'évites carrément les rendez-vous parce que t'es trop mal à l'aise, quoi, parce qu'on va te juger. Oui. Et c'est horrible parce que quelque part, on n'y peut rien, en fait. On n'a pas demandé ça. Ouais. Donc c'est vrai que je comprends.
Ouais, et surtout, je trouve que, enfin, petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, c'est toujours pire dans nos yeux que dans celui des autres déjà, enfin, que dans ceux des autres, et qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ne regardent pas du tout ça. Parce que l'année dernière, je me rappelle, pendant le premier confinement, j'avais fait un questionnaire que j'avais diffusé à quand même pas mal de personnes, et c'était sur, je sais plus, le rapport à la beauté, au corps, etc. Et en fait, il y avait une question sur justement, est-ce que vous regardez la peau des autres? Et en fait, vraiment, il y avait une majorité de gens qui avaient répondu non, que c'était vraiment quelque chose qu'ils regardaient pas du tout. En fait, ils regardent les gens dans leur ensemble ou ils regardent leurs yeux ou quoi, mais ils font pas le focus. Et tu vois, moi, par exemple, ben, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que là, je vais commencer un traitement orthodontique. Et avant, je regardais pas du tout les dents des gens. Et maintenant, je regarde les dents des gens parce que Exactement, mais c'est pour ça que c'est les gens qui ont des problèmes d'acné qui regardent surtout les peaux des autres. Tu vois, par exemple, moi et ma soeur, quand on voit une super belle peau, on le remarque tout de suite, on dit, waouh, la vache, le pot, quoi. Tu vois, plutôt que les cicatrices, les boutons, etc. Mais ça, c'est parce que tu as eu ce trouble, entre guillemets, parce que tu as souffert d'une chose. C'est toujours pareil. Mais c'est vrai qu'aussi, je pense, ouais, j'espère, je touche du bois, mais les hommes, de manière générale, ils regardent moins dans les détails parce que de base, en fait, ils sont pas dans les détails, ils sont pas dans le maquillage, ils sont pas dans l'épilation, ils sont pas dans les boutons. Donc, en fait, ils ont pas cet entraînement, en fait, de mise au point de qu'est-ce que je regarde. Tant mieux. C'est pour ça que souvent les hommes ils ouais, s'en foutent un peu de la cellulite parce que je pense qu'ils regardent un peu l'ensemble. Alors encore une fois, ça dépend aussi des mecs, hein, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire? oui. Ils sont pas dans les détails. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas dans le jugement, enfin, dans tous les points, quoi. Tu vois, qui vont juste, ils vont voir quelqu'un, mais ils vont jamais se permettre de juger sur tout son corps, en fait. Ils vont voir, mais ils vont dire, ah, bah, peut-être, oui, elle a des traces rouges sur les bras, ou elle a des trucs, mais c'est tout. Enfin, c'est un constat. Et eux, ils sont conscients aussi qu'ils ont des petits travers, des petites fêlures et autres, et que c'est normal, c'est la nature humaine. Et du coup, ben, ils vont jamais se permettre d'émettre un quelconque jugement, quoi. Alors après, moi j'attends de voir dans 15 ans parce qu'avec Instagram et puis toutes les personnes qui se ressemblent, toutes les influenceuses, les stars qui ont la même tête, qui ont le corps parfait, je pense que ça, au bout d'un moment, ça y joue et du coup les nanas ont plus de complexes, donc du coup forcément, enfin, tu vois, je pense que le regard va changer en fait. Enfin, je touche du bois, j'aimerais bien que, à côté de ça, il y a Ouais, quand même des gens qui se battent pour montrer aussi la normalité d'un corps, la différence qu'on peut avoir, mais ça fait un peu peur, des fois. ouais, ouais, c'est vrai. Mais je pense quand même que les réseaux sociaux, à mon avis, il va y avoir vraiment, enfin, une fourchette. On va partir dans un sens ou dans l'autre, mais il y a quand même plein d'initiatives qui vont dans le sens de nous faire décomplexer. Et justement, bah, la puissance des réseaux sociaux, enfin, tu vois, le nombre de personnes que les réseaux sociaux peuvent toucher, ben, ça permet vraiment que si certaines personnes portent ce message, ben, il sera lu et entendu par de plus en plus de monde. Et j'espère vraiment qu'on ira dans cette tendance-là plutôt que dans l'uniformisation Ouais. vers la perfection, quoi. Et alors, pour en venir avec tes crises, est-ce que toi, c'était en plus du visage, tu touchais ton corps ou pas? Non, enfin, ça m'est arrivé parfois d'avoir des petits, ouais, des boutons de moustique ou des croûtes. Et effectivement, je faisais tout le temps que les gratter. Et c'était des plaies que je pouvais garder pendant un mois parce que, voilà, dès qu'elle se refermait, je la rouvrais, etc. Mais c'était vraiment anecdotique et c'était Hmm. souvent un petit truc. Donc, moi, c'était vraiment majoritairement le visage. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que finalement, le déclencheur, il est le même. Enfin, souvent, la racine du trouble qui est derrière, elle est pareille et qu'on ait besoin de toucher ou de se rapprocher d'un miroir pour aller voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de la tête, c'est pareil. Est-ce que t'étais du genre à te regarder dans le miroir dès qu'il y en avait un qui se présentait? Ah oui, du coup, ce trouble, je pense que l'un des symptômes, c'est aussi une obsession de son reflet et de comment on apparaît aux autres. Et donc, effectivement, j'avais toujours besoin de me vérifier, entre guillemets, dès qu'il y avait un miroir, j'allais voir, je regardais selon les différentes lumières, comment était ma peau, etc. Enfin, ouais, c'est obsessionnel, quoi. Ouais. Et donc, pour en revenir à la culpabilité que tu ressentais le lendemain, où j'imagine que tu regrettais, enfin, tu te disais, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mon Dieu, j'ai des cicatrices, ça va jamais partir. C'était ce genre de raisonnement? Ah ouais, c'était ça. Et c'est, enfin, honnêtement, c'est vraiment un cercle vicieux qui est extrêmement dur à vivre. Je pense que c'est le pire dans ce trouble parce que, en fait, on se sent hyper nul aussi parce qu'on se dit, mais comment c'est possible, en fait, d'avoir recommencé encore ça? Comme un addict, en fait. Bah, c'est ça, non, mais c'est une addiction. Mais c'est, Mm. on se dit, mais je l'ai déjà fait des milliers de fois. Enfin, j'ai déjà vu les conséquences des milliers de fois. Et pour autant, bah, j'ai pas réussi à m'arrêter. Je m'étais promis la dernière fois d'arrêter. Et voilà la preuve. Et effectivement, aussi, on est triste par rapport à notre peau parce qu'on se dit, bah, au fil des années, je suis en train de l'abîmer. Et oui, il y a des cicatrices qui partiront plus. Il y a mon grain de peau qui est en train de vieillir plus vite. Enfin, c'est vrai que c'est tout un, ouais, un cercle vicieux d'émotions hyper négatives mais que j'ai petit à petit réussi à briser aussi en prenant conscience que c'était pas de ma faute, c'était de la faute de mon trouble en fait. C'était pas moi Mm. qui était nulle, qui était faible ou quoi, c'est que j'étais vraiment sous l'emprise de quelque chose et que c'était sur ce quelque chose qu'il fallait que je travaille parce que c'était pas ma volonté en fait. Moi, je voulais pas me faire du mal, je voulais pas m'abîmer la peau, mais j'étais malade et j'avais un truc qui me dominait quoi.
Pauvre chouchou, ah non, ça a dû être horrible à vivre, je compatis totalement. Et ta famille, tes proches, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils étaient conscients du trouble? Est-ce qu'ils faisaient quelque chose ou est-ce qu'ils te laissaient de côté? Parce qu'en fait, voilà, il y a des gens qui savent pas comment réagir. Comment ça s'est passé? Bah non, je pense que mes parents, ils prenaient vraiment pas conscience de ça parce C'est que je souvent le pense cas. qu'il y a beaucoup de dermatillomènes qui justement deviennent un peu maîtres dans l'art de se cacher, de mentir, etc. Donc on fait vraiment tout pour que ça se voit pas. Donc moi, j'allais toujours me démaquiller après les autres, je me levais plus tôt pour aller me préparer. Je cachais comme je pouvais. Enfin, il y a même une période où j'étais ado, je mettais un bob à la maison. Enfin, c'était trop bizarre. Mes grands frères, je me rappelle, ils me disaient mais on est à l'intérieur, enfin, pourquoi tu mets ça? Mais en fait, je me cachais, enfin, que ce soit avec du maquillage ou avec des vêtements, etc. Et surtout, je voulais pas en parler, quoi. Enfin, surtout que pour moi, au début, je savais pas que c'était un trouble, donc je me sentais vraiment complètement nulle et faible, en fait. Je me disais, mais j'ai aucune volonté, j'arrête pas de me détruire la peau, je me rends moche et pour autant, j'arrive pas à m'arrêter. Enfin, c'était vraiment le comble de l'échec, quoi. Donc, je voulais en parler à personne du tout. Mes parents, ils voyaient que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain, mais voilà, je pense qu'ils se disaient ben, que c'était mes problèmes d'ado. Et c'est vrai que ma peau, déjà, je me suis maquillée très tôt, et au début, je savais pas très bien maquiller, donc voilà, ça se voyait. Mais voilà, pareil, je pense qu'ils se disaient, ben, elle est ado, elle fait ses expériences, elle a de l'acné, bon, bah, comme beaucoup, etc. Mais ils se rendaient pas compte qu'en fait, c'était pas de l'acné, enfin, c'était moi qui créais tout ça, quoi. Hmm. Ça me rappelle mon père. Non, mais tu sais, non mais les mecs, des fois, tu vois, je me souviens, je l'avais vu un jour, on était allé boire un coup, je devais avoir, je sais pas, 22 ans, et j'avais une grosse crise d'acné, je ne sais pas pourquoi, et j'avais plein de kystes autour de la bouche, globalement, enfin sur les débuts des joues, et il m'a dit, oh là, putain, t'as plein de boutons, enfin tu vois, des trucs, mais ils se rendent pas compte à quel point ça peut te Ouais, blesser, mais tu te sens comme une merde, et du coup, t'es là, t'es pendant 2 heures, tu dis plus rien, t'as juste envie de pleurer dans tes chiottes, tu vois ce que je veux ouais, dire? Et non, donc, ouais, je compatis en plus, mais c'est dingue qu'ils voyaient pas le truc, parce qu'ils devaient se réveiller le lendemain avec, t'avais une peau toute gonflée, toute bourselée, tu sais, mais c'est vrai qu'il y ouais, a des mais gens en qui voient pas. je pense justement que, tu vois, parfois, je me rappelle que je faisais des crises avant le repas du soir et du coup, ben, je pouvais pas descendre, enfin, c'était impossible. Et donc, du coup, je disais, non, non, j'ai pas faim, ou c'est bon, je reste dans ma chambre. Ou... Tu vois, je faisais toujours en sorte que dans les pires moments, ben, j'ai pas à me confronter aux gens, quoi. Et souvent, vu que moi, je faisais les crises le soir, ben, malgré tout, pendant la nuit, la peau, elle dégonfle un peu, elle est un peu moins rouge, etc. Et puis après, avec le maquillage le lendemain, bon, bah, si les gens sont pas collés à ta peau, ils vont pas non Hmm. plus percevoir tout, quoi. Donc, Mais t'as dû te sentir très seule, non? ah oui, mais je pense que c'est vraiment ça le pire en fait. C'est que je me sentais hyper seule et que encore au collège, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des problèmes de peau et parfois beaucoup plus que moi. Donc bon, voilà, je me disais bon, on est un peu tous dans le même bateau, voilà, c'est dur, mais ça va aller. Mais en fait, plus les années passaient, plus moi je conservais mon obsession pour la peau et mes problèmes, etc. Et plus les gens sortaient de l'acné petit à petit, quoi. Et là, je me suis sentie de plus en plus seule et surtout que j'en parlais à personne. Et ça, je pense que c'était le pire. Enfin, Bah, puis tu savais pas que c'était un trouble, je pense, à l'époque aussi, hein. bah, c'est ça, non, je savais pas. Mais ce qui est fou, comme tu dis, c'est que ça ressemble à tous ces troubles orthorexiques, anorexie, boulimie. Et est-ce que t'avais des autres tocs à côté? Non, moi, c'était vraiment la dermatillomanie, ça a commencé vers 12 ans et la boulimie plutôt vers 17 ans. Et le fait de me ronger les ongles, par contre, ça, c'était depuis que j'étais toute petite, donc j'avais vraiment un terrain anxieux de base. Hmm. En tout cas, ça s'est pas développé ailleurs, quoi. Non, ça s'est pas développé ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez fréquent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des tocs, par exemple, de propreté, des tocs de rangement, des tocs de toucher plusieurs fois un objet. Enfin, en fait, c'est vraiment des manières d'avoir une prise sur la réalité qui, par définition, est, enfin, voilà, qui avance et sur laquelle on ne peut pas contrôler. Et on trouve en fait un moyen de contrôler une part de notre vie pour que ça nous rassure, en fait. Ah, mais moi, je vois très bien, hein, j'ai souffert de tocs étant petite. Donc, par exemple, je touchais un meuble à droite, fallait que je touche à gauche. Et c'était comme ça pour tout. Donc, c'était l'enfer. Et avant, non, mais c'est vrai qu'on en rigole, mais je comprends très bien ce genre de trouble, hein, parce que moi, je mettais 1 heure et demie à m'endormir parce que j'avais plein de rituels, allumer la lumière 40 fois, Ah oui. dire bonne nuit tout le monde à demain. Il fallait que je le dise genre 15 fois, sinon, ça, Ouais. tu vois, enfin, c'est trop bizarre, tu ne peux pas te contrôler. C'est vraiment comme un addict, effectivement, t'as besoin de ça pour te sentir bien. Mais Ouais. c'était horrible, tu te sens très isolé, hein, Oui. franchement. Mais c'est vrai que tu vois, je suis pas forcément d'accord avec la définition à 100%, enfin, au fait de mettre la derma dans les TOC, parce qu'en fait, les TOC, tu as aussi souvent des pensées associées où tu te dis, si je fais pas ça, il va arriver C'est ça. ça, exactement. Alors que tu vois, dans la derma, c'est pas le cas. Et c'est vraiment quand même impulsif. Enfin, c'est vraiment des moments où tu sais pas pourquoi, tu te retrouves en crise, alors que limite, parfois, tu te rappelles même plus comment ça a commencé. En fait, comment t'es allé dans la salle de bain ou comment, voilà, t'as touché ton corps. Putain, C'est ça fait 3 heures que j'y suis, tu t'en es même pas rendu compte, quoi. bah, en fait, ouais, tu sais que tu es en crise, mais tu regardes pas l'heure. Et quand tu la regardes, souvent, tu as ce truc de, mais c'est pas possible, en fait.
Enfin, vraiment, j'aurais jamais pensé que ça faisait autant de temps. Et tu vois que dehors, il fait nuit, tu vois qu'il y a plein de trucs qui ont avancé et toi, tu étais là et il s'est rien passé. Mais pour autant, bah, tu t'es complètement détruit la peau et voilà quoi. Ouais, non, c'est clair. Et ça a duré combien de temps chez toi? De quel âge à quel âge environ avant que tu fasses des démarches pour que ça aille mieux? Ben déjà, de mes 12 à mes ouais, 20, 21, Ouais, quand même. je savais pas que c'était un trouble. Enfin, je sais plus exactement à quelle date, mais voilà, je savais pas que c'était un trouble et je me rappelle du moment où j'ai trouvé des groupes sur Facebook de soutien et où là, voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait plein de personnes qui étaient atteintes, que je voyais des photos d'autres personnes, des parcours de vie, etc. Et là, ça a été vraiment un moment hyper fort parce que du coup, ben voilà, ça avait un nom et donc potentiellement l'espoir de solution, de guérison, etc. Et surtout, ben, ça m'a un peu cassé cette vision que j'avais que ma volonté seule pourrait suffire pour m'en sortir. Parce que jusque-là, pendant toutes ces années, je me disais, bon, allez, demain j'arrête, c'était la dernière fois, etc. Et le fait de savoir que c'était un trouble, ben, ça légitime le fait que non, ben, c'est pas que ma volonté. Enfin, il y a autre chose, quoi. Donc, Hmm. mais bon, il n'empêche qu'au début, je continuais à me dire que j'allais m'en sortir toute seule. Et c'est vrai que je pense que j'avais vraiment honte d'en parler, j'arrivais pas. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est tellement bête. Enfin, je vais arriver à en sortir. Enfin, voilà, il y a bien un moment où je vais me raisonner, où ça va le faire, quoi. Ouais, mais c'est comme quand tu dis j'arrête la clope ou ce genre de choses. Tu peux pas, enfin, tu peux Mais pas forcément comme ça du jour au lendemain. c'est vrai que sur la peau et par rapport à l'acné, etc., ou à des irrégularités de peau, tu vois, vu qu'il y a d'autres personnes qui le font et pour lesquelles c'est pas addictif, tu te dis, mais regarde, enfin, tu vois, telle personne, voilà, elle a un bouton parfois, elle le perce et elle arrive à s'arrêter. Donc, tu vois, tu te mets en comparaison de ces personnes-là et tu te dis, mais moi aussi, enfin, je suis quand même pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver, quoi. Mais en fait, non, enfin, c'est vraiment une addiction. Et donc, en fait, pendant ouais, peut-être encore 2, 3 ans, j'ai essayé de m'en sortir toute seule, mais je voyais bien que ça marchait pas. Et il y a une fois, ma meilleure amie, j'avais 24 ans, qui m'a dit, mais si tu n'y arrives pas, que tu as tout essayé, c'est qu'il faut prendre le problème par un autre bout et il faut que tu te fasses aider. Enfin, donc, je suis allée voir un psychiatre pour la première fois qui a très bien compris ce que je vivais, même s'il connaissait pas la dermatillomanie. Et il a réussi à rapprocher ça d'autres troubles ou d'addictions. Et voilà, il a compris ce qui se passait dans ma tête, en tout cas. Et là, pour le coup, cette première thérapie, elle n'a pas été très longue, mais elle m'a vraiment aidée dans le sens où elle m'a fait parler déjà. Et donc, je pleurais beaucoup. Enfin, je pense que ça m'a fait sortir beaucoup de choses et que j'ai eu vraiment besoin de ça. Et par la suite, j'ai eu recours à d'autres thérapeutes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu une psy avec laquelle on a fait une TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. C'est un type de thérapie qui est souvent indiqué pour ce qui est addiction, TOC, etc. Et j'ai aussi fait de l'EFT, j'ai vu un psycho-énergéticien. Enfin, voilà, je suis aussi passée par d'autres approches qui m'ont chacune fait avancer un petit peu. Et j'ai aussi fait une psychothérapie d'inspiration analyse qui m'a vraiment fait plutôt travailler sur qui je suis, pourquoi je suis autant perfectionniste, quel est mon rapport au regard des autres, etc., qui m'a plus fait travailler sur des choses de fond. Et je dirais que c'est vraiment toutes ces approches qui m'ont fait avancer petit à petit, comme des petites briques dans mon parcours, De quoi. toute façon, oui, c'est en plus de ça, enfin même si on va en parler un peu plus hein, de ces thérapies et de tout ce que tu as essayé, mais en fait, encore une fois, on est tous différents et c'est à nous de tester, voir ce qui nous parle et d'être curieux et de tester plein de différentes disciplines et même avec d'autres personnes pour la même discipline parce que des fois, il n'y a pas de feeling, ça, c'est hyper important. Exactement, ouais. Ah oui, mais ça, c'est Et sûr. parce que toi, tu travaillais pas du coup à ce moment-là, t'as jamais travaillé avec ton trouble? Si, en fait, Parce que j'imagine bien dans les pulsions, dans les chiottes, dans les boîtes, tu sais. ouais, ah ouais, ça, c'est le pire parce que tu te sens trop mal. Et en général, j'avais toujours mon maquillage avec moi, mais oui, c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois, mais aussi dans les cabines d'essayage, dans les magasins où c'est horrible parce que la lumière, elle est hyper crue en plus. Donc, C'est affreux. Et du coup, tu t'y mettais dans les cabines d'essayage, tu te mettais à percer les boutons et tout? ouais, et ça m'est arrivé plein de fois, justement, je ressortais de la cabine, vraiment le regard baissé, je rendais mes vêtements, c'est bon, rien n'allait, et je partais. En fait, je m'étais même pas rendu compte de comment ça avait commencé. Enfin voilà, j'étais rentrée dans la cabine, j'avais été comme happée par le miroir, et ça avait commencé, et je pouvais plus m'arrêter. Et voilà, c'est horrible. Ouais, non, c'est. Mais oui, du coup, quand j'ai eu 24 ans que j'ai commencé la première thérapie avec le psychiatre, là, j'étais en stage sur Paris. Donc voilà, j'allais le voir le soir. Et sinon, après, j'ai eu des échanges universitaires, etc. Et si, après, ben, j'ai eu mon premier boulot, etc. Et j'avais ce trouble et j'essayais de faire avec. Mais ça m'est arrivé plein de fois de prétexter que j'étais malade et de pas aller au travail à cause de ça. Ça, c'est sûr que ça a vachement dépeint sur ma vie pro, quoi. Ah ouais, non, tu m'étonnes, c'est clair. Et alors, ouais, reparlons un petit peu de toutes ces thérapies ou toute cette aide extérieure que tu as réussi à avoir, parce que c'est ça, enfin, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui souffrent de ce trouble et qui savent même pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
Évidemment, c'est de ne pas rester seul, ça paraît évident, mais dis-nous en Ouais. plus. Bah, je pense qu'il y a aussi différents degrés de dermatillomanie. Donc, il y a des personnes qui vont le faire un peu, mais qui vont sentir que ça va, c'est pas trop ancré ou que ça fait pas très longtemps qu'ils le font, etc. Dans ce cas-là, on peut peut-être déjà commencer par certains exercices ou voilà, il y a des petites choses qui peuvent quand même aider, travailler sur Du soi, genre. sur son stress, etc. Ben, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'essayer déjà d'observer mon trouble. Donc, de prendre un carnet et de regarder en fait dans quel moment je faisais le plus souvent des crises, quelles pensées j'avais juste avant, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui s'était passé dans cette journée-là ou que j'allais avoir le lendemain. Et ça m'a vraiment permis de mettre au jour des situations à risque, donc vraiment des moments où en fait je faisais tout le temps des crises. Donc par exemple, si j'avais un événement social le lendemain où je savais que j'allais voir beaucoup de personnes, ou que j'allais revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps ou autre, ça me mettait une pression sur mon apparence et du coup je faisais une crise. Par Ah, exemple, si tu vois, j'avais eu une journée hyper stressante ou alors que j'étais vraiment épuisée, souvent c'était des terreaux fertiles aussi pour des crises. Pareil, si j'allais avoir mes règles, parce que, enfin voilà, juste avant les règles, la composition hormonale change aussi dans le cerveau et on produit moins de sérotonine et on est moins apte à réagir bien à ce qui nous arrive, etc. Enfin voilà, il y avait plusieurs situations à risque comme ça. Et déjà, le fait de les identifier, ça me permettait d'être plus alerte et de me dire, OK, bon, bah attends, là, tu vois, tu vas voir ça, tu sais que ça peut être potentiellement dangereux. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'apaiser, ou quitte à ne pas te démaquiller, ne pas aller dans la salle de bain, ou te couvrir si c'est sur le corps, ou voilà, mettre en place des petites astuces. Je trouve déjà que essayer de comprendre son trouble et la manière dont il s'est intégré dans notre vie, ça, c'est souvent une énorme étape. Et après, ben, c'est aussi travailler sur soi et apprendre à se relaxer parce que malgré tout, parfois, on n'a pas conscience d'être anxieux, mais en fait, on l'est par ah bah un bien sûr. trouble qui nous est propre. Et du coup, Mm. la dermatillomanie, ça reste un trouble anxieux. Et par exemple, moi, je me considérais pas comme une personne anxieuse. Je suis une personne qui est quand même assez sociable. Enfin, voilà, je suis pas timide et tout. Mais en fait, j'avais vraiment de l'anxiété qui était internalisée et qui était très souvent liée aux interactions sociales. Et en fait, voilà, enfin, souvent, je prenais sur moi pendant les interactions sociales. Je pense que je faisais beaucoup d'efforts aussi d'adaptation, ouais, d'essayer de comprendre les autres, le fait que tout se passe bien, etc. Et quand je rentrais, c'était mon sas de décompression et je lâchais en fait tout ça et je me réfugiais dans la dermatillomanie pour ça, en fait. Et j'ai une question, ça me fait penser à ça. Est-ce que la cellulite, par exemple, quand les femmes ont beaucoup de cellulite, est-ce que ceux qui ont de la dermatillomanie par rapport au toucher, ça les perturbe ça? Ah, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas, parce que je sais pas si tu peux vraiment gratter ou. Bah tu peux rien faire, mais Ouais, je pense, alors je sais pas, moi j'ai pas du tout de grosse cellulite, mais j'imagine des fois il y a des espèces de creux et tout. Je me dis quand voilà t'es dermatillomane mais version au toucher, bah, je me dis que ça doit te perturber la cellulite dans ces cas-là. Enfin tu vois c'est juste une question comme ça que mon ouais, esprit se posait. c'est une bonne remarque. Faudrait que je fasse un sondage sur Insta pour demander. Mais je pense que quand même dans la dermatillomanie, il y a une satisfaction qui est liée au fait de d'arracher quelque chose ou Bah de c'est ça. sortir quelque chose ou tu vois. Et du coup, ben si c'est juste toucher ou appuyer sur quelque chose, je suis pas sûre que ça provoque la même chose. Oui, Mais ça reste juste un complexe. ouais. Hmm. Et est-ce que, par exemple, une thérapie où tu... Enfin, je sais même pas si c'est une thérapie, je pense juste, il y a peut-être des gens qui ont essayé de ne plus jamais se regarder dans le miroir, de retirer leur miroir. Est-ce que ça peut marcher si tu es susceptible Ouais. Bah, il y a certaines personnes qui font ça et que ça peut soulager. Et moi, dans mon histoire, je me suis rendu compte que c'était une bonne astuce, mais pour moi, elle doit arriver dans un deuxième temps, quand on a déjà travaillé sur soi, sur la dermatillomanie, etc. Parce que, en fait, quand on se coupe des miroirs, c'est comme si on mettait à l'écart notre plus gros déclencheur, mais en fait, on va quand même peut-être avoir des stress, avoir de l'anxiété, des émotions qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas accueillies, etc. Et en fait, au moment bah, se retrouver devant un miroir, bah, il y a tout qui va ressortir. Et moi, ça me faisait souvent ça. C'est peut-être bien en tant que crise, quoi, mais par contre, c'est pas une thérapie parce que pour le coup, tu évites. Donc ça ne va C'est pas régler le problème. Ouais, exactement. Donc je pense que c'est si vraiment on est dans une situation à risque, par exemple, bon bah oui, on peut se dire ok bon bah cette fois là ce soir, je pense qu'il vaut juste mieux que je me regarde pas du tout parce que c'est trop, ça va déraper, j'en suis sûre et voilà. Mais sinon à mon avis c'est pas au long terme. Mais par contre dans mes différentes thérapies, on a vachement travaillé sur mon rapport au miroir justement. Enfin pourquoi j'avais besoin de me regarder, qu'est-ce qui se passe si je me regarde pas, quelles sont les peurs associées, etc. Et ça je pense que c'est vraiment important à faire et se départir de cette addiction au miroir. Bien sûr que dans mon cas, ça a été hyper important parce que, enfin, c'est clair que se regarder tout le temps, se vérifier, voilà, c'est déjà c'est pas bon parce qu'on on crée
bah voilà, une obsession quoi autour de son reflet. Et en plus, c'est des occasions de plus de faire des crises. Et en fait, on n'a pas besoin de ça. Enfin, on peut se regarder 2 fois dans la journée, le matin et le soir, et c'est très bien quoi. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. Et donc tu avais des exercices à faire en te regardant dans le miroir par exemple ? Ouais, j'ai eu plein d'exercices à faire différents. Je devais déjà apprendre à me regarder de plus loin. Je devais me forcer, par exemple, certains matins à partir sans me regarder dans le miroir. Dans des moments où tu vois, j'allais juste sortir acheter le pain. Bon, bah voilà, c'était un exercice de se dire, bah aujourd'hui, tu te maquilles pas et en plus, tu te vérifies pas. Donc, tu sais pas à quoi tu ressembles, mais tu vas tenter. Ça, c'était hyper dur à faire. C'est dur ça. Après, il y a eu des moments aussi où je devais me rapprocher et en fait fixer une imperfection sans rien faire. Donc juste voilà sentir monter les différentes émotions qui arrivent, me confronter finalement à un peu ma plus grande peur quoi. Et ça peut se faire dans le miroir, mais ça peut aussi se faire sur le corps, enfin regarder quelque chose qui nous dérange ou le toucher sans gratter, juste en restant comme ça à observer ce qui se passe. C'est là où tu te dis que oui, t'accueilles les émotions puis t'essaies de respirer à travers ça pour garder un peu ton calme. Ouais, exactement. Ouais, c'est très utile. Et donc du coup, à côté des thérapies, donc ça c'était plutôt comportemental et cognitif, non ? Ouais, exactement. Donc les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, en fait, c'est vraiment des thérapies qui vont travailler sur le lien entre des comportements, des pensées et des émotions. Donc on va vraiment détricoter tout ça et voir un peu, ben voilà, pour chaque comportement, quelles pensées, quelles émotions sont associées, comment on peut en générer d'autres. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est un type de thérapie qui est très indiqué pour les addictions ou les TOC. Et moi, quand on me demande et que la personne ne sait vraiment pas du tout par quoi commencer, de mon expérience en tout cas, parce que bon voilà, je suis pas psy ni rien, mais je suis entre guillemets patiente experte. Ben c'est la TCC qui, je pense, c'est un peu un premier pas qui peut beaucoup aider et faire avancer les choses. Et c'est quoi l'autre type d'analyse que tu as fait ? Alors en fait, c'est pas une psychanalyse dans le sens où ben ma psy, elle n'était pas psychanalyste et c'était pas sur un divan voilà où je suis la seule à parler, etc. Mais ça s'appelle une psychothérapie d'inspiration-analyse dans le sens où ben voilà, c'était en fait, je saurais même pas trop ce que c'est la différence avec une psychothérapie classique, mais quand même on analysait mes rêves. Mais voilà, enfin, c'était beaucoup parler de moi, mais interagir sur des choses qui s'étaient passées dans le passé, questionner certains réflexes que j'avais, certaines peurs, mais aller plus voilà, voir dans mon passé. Et donc toutes ces thérapies, il n'y en a pas une qui t'a plus aidé. Toutes t'ont apporté différentes choses. Ouais. Donc tu conseillerais vraiment d'essayer plein de choses, plein de thérapies différentes, d'aide extérieure pour pouvoir trouver le truc qui nous va, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est hyper important parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, pour qui parler, ça n'aidera pas parce que c'est des personnes qui sont très bloquées au niveau de la parole et qui arriveront pas à se confier. Enfin, et du coup, pour cette personne-là, je pense vraiment que des thérapies plutôt par le corps, par exemple, ou par l'énergétique, ben, peut-être que ça apportera des résultats qui seront bien plus forts. Donc, il faut vraiment tester. Et pour ça, j'ai pas de réponse miracle, mais je pense qu'il faut aller vers ce qui nous attire. En fait, en général, on est un peu des aimants à ce qui peut nous faire du bien. Donc, il faut se faire confiance quand, par exemple, on lit un truc dans un magazine et qu'après, on y repense ou que quelqu'un, je sais pas, nous parle plusieurs fois d'un truc et voilà, que ça reste un peu ancré dans notre tête. Il faut pas laisser ça de côté et je pense qu'il faut se dire ok bon bah tiens je vais tester parce que ça m'a parlé donc je vais tester. Ouais complètement ouais. Et en faisant ça, alors tu vas me dire si c'est pas une question trop personnelle, mais est-ce que tu as trouvé ce qui se cachait derrière la dermatillomanie ? Ouais, bah je pense l'avoir trouvé même si je pense que c'est aussi dangereux d'attendre en fait d'avoir trouvé une réponse ou de trouver une cause parce qu'en fait ce sera jamais vrai à 100%, enfin on pourra jamais savoir si c'est vrai à 100% et ça peut être hyper dangereux en fait parce qu'on peut chercher toute sa vie en fait en se disant non mais c'est pas ça, ça peut être encore autre chose, il faut que je continue à chercher, etc. Je pense qu'il faut essayer d'adhérer à un moment à une vérité qui nous parle et voilà et se rassurer aussi avec ça en se disant bon bah ok maintenant j'ai les clés, j'avance quoi parce que bon voilà rester sur son passé tout le temps ça permet pas d'aller de l'avant. Ouais je suis d'accord. Au bout d'un moment, exactement, effectivement. Ouais. Je pense que c'est bien pour comprendre des choses, mais il faut aussi savoir être dans le moment présent et gérer ses problèmes dans le moment présent pour que ça se reproduise plus non plus, quoi. Exactement. Moi, je pense que justement, enfin, je suis arrivée à un moment où les vérités qu'on m'a données et les causes auxquelles on est arrivé, elles me convenaient. Et donc, je pense que tu vois, dans mon cas,
c'était beaucoup de perfectionnisme. Enfin, tu vois, je n'arrivais pas à accepter l'imperfection dans tous les sens du terme, même dans ma vie. Enfin, tu vois, il fallait toujours que je renvoie une super bonne image, il fallait toujours que je vise le meilleur, j'étais hyper compétitive, j'acceptais pas l'échec, etc. Et ça, en fait, c'est juste une pression qu'on se met à soi-même qui est pas tenable sur le long terme. En fait, personne ne peut vivre avec une telle pression au quotidien sans soupape non plus de décompression. Et on a besoin juste aussi de lâcher prise parfois sur certaines choses. Et moi, je lâchais jamais prise sur rien. Donc ça, c'était juste pas tenable. Du coup, j'étais hyper anxieuse, mais c'est lié à ça parce que je me mettais beaucoup de pression. Donc j'étais tout le temps en mode tendu, quoi. Et j'ai aussi découvert via ma dernière thérapie que j'étais haut potentiel. Et ça, je l'aurais jamais imaginé. Et pour autant, ça a expliqué plein de choses finalement dans mon fonctionnement, dans ces peurs que j'avais dans les interactions sociales, dans des moments où je me sentais un peu en décalage. Alors pour ceux qui savent pas, c'est quoi un haut potentiel? Parce que tout le monde ne le sait pas. Ouais, alors au potentiel intellectuel, en fait, enfin, ça s'établit avec un test de QI, mais on va pas en tirer la conclusion qu'on est plus intelligent. En fait, on en tire la conclusion qu'on a un fonctionnement mental différent. Donc, le test de QI, il est basé sur plusieurs modules entre guillemets, et en fait, à la fin, la psychologue qui va faire le test va nous expliquer notre fonctionnement mental selon ces différents modules en disant, bah, tu vois, sur tel truc, raisonnement logique ou perceptif, t'es comme ci, t'es comme ça, et elle va le mettre en relation avec les autres modules et les chiffres que tu as eu. Et par exemple, moi, j'ai un QI hétérogène, donc il y a un sujet sur lequel je suis en haut potentiel, donc je suis à 131 de QI ou je sais plus quoi. Et par contre, les autres, je suis normale, voire un où je suis en plutôt bas. Et en fait, justement, ce que m'expliquait cette thérapeute, c'était hyper intéressant, c'était que c'était cette différence en fait entre ces résultats qui occasionnaient un décalage interne et un sentiment aussi de mal-être parce qu'il y avait certains sujets sur lesquels j'allais très vite, que je comprenais très bien, etc. Et d'autres pas du tout. Et en fait, ouais, je me sentais pas en phase avec moi-même et c'est vrai que les résultats de ce test et cette explication, ça m'a vraiment apaisée parce que ça m'a permis de mieux me comprendre et d'assumer en fait certaines pensées que j'avais, certains réflexes que j'avais en me disant mais tu vois ça en fait c'est comme ça mais c'est normal, t'inquiète pas, enfin t'as pas à te cacher d'être comme ça, enfin juste assume-le et ça m'a enlevé un énorme poids des épaules en fait. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de dermatillomanie qui sont au potentiel? Ou non, pas nécessairement? Alors justement, j'ai publié sur mon compte Instagram un post sur ça et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont répondu en disant qu'ils l'étaient aussi. Après, voilà, on est 17 000 sur le compte. Il faudrait que je fasse un jour une enquête ou quelque chose. Je pense pas que le fait d'être, enfin voilà, je pense pas qu'il y ait de relation logique entre les deux, mais c'est vrai que les dermatillomanies sont très perfectionnistes et le fait d'être au potentiel, ça amène souvent beaucoup de perfectionnisme aussi. Donc on a des caractéristiques communes, mais voilà, l'un ne va pas toujours avec l'autre, quoi. Hmm. Est-ce que maintenant tu as intégré... Alors déjà, est-ce que tu es guérie? Ouais, je pense que je peux dire que je suis guérie, même si je pense qu'il faut toujours rester vigilant. Et c'est vraiment un message que je veux faire passer parce que il faut pas s'accrocher à une guérison du jour au lendemain où en fait on n'y pense plus du tout, où tout ça c'est derrière nous, on a effacé en fait ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, je vis avec ce passé de dermatomane et il a façonné en fait encore plein de choses dans ma vie. Tu vois, j'ai encore ce réflexe de regarder les peaux des gens. Enfin, c'est toujours hyper dur pour moi quand j'ai un bouton blanc de le laisser. Enfin voilà, j'ai quand même un rapport, je pense, à ma peau et à mes imperfections qui est pas celui de quelqu'un qui n'a jamais eu de dermatomanie. Mais par contre, voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une crise. Je me rappelle même plus de la dernière fois que c'était. T'as un équilibre, t'as trouvé un équilibre avec ce passé en fait de dermatillomane tout en restant vigilante parce que l'anxiété c'est partout et du coup ça peut déclencher des crises potentiellement. Ouais, exactement. Et je me dis qu'en fait, même si un jour ça m'arrive de réavoir une crise, en fait, j'ai pas peur de ça parce que je me dis, c'est pas grave, ce sera juste un rappel en fait de ce par quoi t'es passé, de ce à quoi tu dois être vigilante. Et c'est pas un échec. Enfin, c'est pas si un jour je refais une crise, je vais pas me dire, ah ben je mets à la poubelle tout ce que j'ai fait, c'est bon, c'est un échec, je suis pas guérie, etc. Bah non, en fait, enfin, aujourd'hui, je me sens sereine par rapport à ça parce que avant j'avais peur de moi-même. Enfin, tu vois, j'arrivais pas. Parfois, j'étais dans le métro, je me disais, je rentre chez moi, et je me disais, j'ai pas envie de faire une crise, mais en fait, je sais pas ce qui peut arriver et j'avais peur de moi-même. Je savais que je pouvais pas me contrôler. Alors qu'aujourd'hui, ça m'arrive plus du tout et je pense que la guérison, elle va de pair avec la connaissance de soi, en fait. Je Bien me sûr. connais et je sais, en fait, ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je fasse pour être bien et donc pour que la dermatillomanie n'ait pas à intervenir, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu as intégré des pratiques, des routines qui t'aident à t'apaiser régulièrement? Ouais, alors j'ai vachement de mal avec les routines. Donc en général, je fais des routines et après je les arrête et après j'en reprends d'autres. Ouais, Voilà. c'est cyclique, moi je suis un peu comme ça des fois aussi. Ouais.
Mais il y a quand même certaines choses qui sont hyper importantes pour moi. Déjà, c'est le sommeil. Donc, je me suis vraiment rendu compte que de dormir assez, ça régule énormément mon état émotionnel et que j'ai vraiment besoin de dormir suffisamment. Donc, j'essaie vraiment de toujours faire attention de me reposer assez, de dormir assez. Et vu que je suis à mon compte en freelance, c'est vrai que j'ai aussi cette chance de pouvoir me gérer un peu comme je veux. Et ça, Mhm. c'est hyper important pour moi. Après, je fais pas mal de sport. Mais ma pratique du sport, elle a pas mal changé parce que vu que j'ai eu ce passé de boulimique, avant j'étais vraiment dans le sport hyper contrôle où je fais du sport pour éliminer, je fais du sport pour me sculpter, enfin voilà. Et en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup changé de manière de faire. Donc déjà, je cours beaucoup, mais je cours plus avec un chrono. Tu vois, je cours vraiment pour m'oxygéner, pour penser à autre chose, pour voilà. Mais je suis pas dans le sport. Pour te faire du bien. Ah ouais, je regarde pas mes performances, je suis pas dans la compétition. Enfin, c'est vraiment juste pour me faire du bien. Et là, j'ai commencé le pole dance il y a pas longtemps. Et tu vois, j'avais vraiment envie d'un sport qui soit ludique et qui me permette de m'amuser, de tester des choses, mais sans être dans la performance. Et je pense que ça, c'est hyper important et c'est ça qui me fait beaucoup de bien et qui me permet de décompresser. Eh ben, monsieur va être content. Ouais, on a une mauvaise vision du pole dance parce que c'est pas que hyper sexy avec des talons, etc. En fait, tu as plusieurs types de pole dance. Et ça peut être du pole dance aussi en mode gym, un peu, où tu vas vraiment faire des figures, tu vas. Mais c'est pas toujours. Enfin, si, ça reste quand même sensuel, mais voilà, c'est pas toujours très sexuel, etc. quoi. Et après, au-delà du sport, enfin, moi, ce qui m'a toujours aidé depuis que je suis toute petite, c'est d'écrire. Donc vraiment, dès que je me sens pas bien, dès que je sens que j'ai plein de trucs qui bouillonnent à l'intérieur, en fait, j'écris, donc soit sur mon téléphone, soit sur mon ordi ou un carnet, et je fais sortir en fait ce que j'ai à l'intérieur. Ça, c'est vraiment mon remède ultime pour prendre soin de ma santé mentale et pour regarder aussi, prendre du recul, tu vois, sur ce qu'il y a à l'intérieur, parce que quand c'est écrit quelque part, bah, on peut le voir. Et ça m'aide énormément. Oui, apparemment, en plus, le sortir et l'écrire, c'est super bien. Moi, je le fais. Moi, je fais pas comme ça. Moi, je le fais en méditant. C'est-à-dire que je mets mes mains sur mon cœur. Je me dis, bah voilà, aujourd'hui, je me sens comme une merde, ceci, cela. Enfin, je déballe tout. Et Ouais. après, en fait, je m'entoure d'amour, en fait. Enfin, tu vois, après, je fais un peu le côté maternel qui ressort, en fait. Et Ah, moi, c'est un peu ma manière de d'écrire, entre ah, guillemets. d'accord. Non, mais oui, c'est clair que tout le monde doit trouver son petit truc qui l'apaise. Quoi. Ça, c'est hyper important. Et avant, il y a 5 ans, par exemple, j'avais rien, en fait. Enfin, tu vois, le sport, c'était dans la compétition. Le fait de me faire des recettes, pareil, c'était soit pour Instagram, soit pour... Enfin, il y avait toujours un but, quoi. Tu vois, j'avais aucune activité désintéressée qui me permettait juste de me sentir bien. Exactement. Ça, c'est hyper important. Ouais. Ouais, 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 non, je suis complètement d'accord. Pareil, moi, j'ai souffert de troubles aussi comme toi. Et je faisais du sport. Bah, je me suis détruit la santé, en fait, en faisant beaucoup trop de sport. Et en prenant des trucs genre Roaccutane et en bouffant pas assez, en fait. Donc, je me suis bien Ouais. bousillé la santé. Et c'est vrai que je pensais que c'était mon échappatoire, le sport. Mais non, c'était encore pire en réalité. Parce Ouais. que c'était dans le contrôle, parce qu'il fallait que je me muscle, il fallait que je perde des calories, parce que je voulais être une battante, je voulais être triathlète, je voulais ceci, cela. Puis au final, bon, bah, raté. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend de tous ces soucis-là et au final, voilà, même si c'est très difficile à vivre dans le quotidien, on évolue vachement. Et justement, ma dernière question, ça aurait été, c'est en quoi ce trouble t'a fait avancer dans la vie? En quoi il a pu s'avérer utile finalement? Parce qu'il y a toujours une évolution après toutes ces épreuves. Ah mais oui, ça, je pense que c'est vraiment une trop bonne question et c'est hyper important de s'accrocher à ça en se disant qu'en fait, un jour, on dit toujours merci à ce qui nous est arrivé. Enfin, ça, C'est ça. vraiment, j'en suis persuadée. Et tu vois, j'aurais jamais pu le penser parce que quand tu es au creux du truc, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi moi, j'avais tout. En plus, moi, je me disais, j'ai tout pour être heureuse et j'ai ce truc-là qui me détruit la vie, qui me détruit ma peau, etc. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais déjà, je serais pas du tout la même personne si j'avais pas eu ce trouble parce que. Il m'a fait avancer sur plein de choses. Enfin, déjà, il m'a fait m'intéresser à moi, à qui je suis, à mes différentes problématiques et à ma santé aussi. Donc, c'est vraiment grâce à ce trouble que, tu vois, je me suis intéressée à l'alimentation, à la naturopathie, à l'ayurveda, que j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionnait mon corps, mon mental aussi, qu'est-ce qui pouvait influer sur mes états émotionnels, sur mes hormones, etc. Et ça, je l'aurais jamais fait avant. Et en fait, aujourd'hui, je me suis reconvertie. Enfin, j'ai fait une formation en naturopathie pour justement pouvoir aider à mon tour. Et ça, je l'aurais sûrement jamais fait en fait si j'avais pas eu ce parcours-là. Et puis, je me suis aussi rendu compte par ce trouble que j'adorais écrire et que j'adorais aider les autres. Et ce trouble, il a donné naissance donc à mon compte Instagram Possible. Et là, j'ai écrit mon premier livre. Et en fait, ces deux sujets, en fait, je pense que je m'autorisais pas
à y croire, en fait, à me dire, bah non, tu as le droit d'écrire un livre, tu as le droit de vouloir être dans la relation d'aide aux autres, etc. Et c'est par le prisme de la dermatomanie que j'y suis arrivée. Et du coup, ben, je lui dis encore merci tous les jours. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment permis aussi de me départir de cette obsession de l'apparence physique. Et ça, je pense que ça a été un truc énorme dans ma vie parce que, en fait, j'avais une grand-mère du côté maternel qui était hyper coquette. Et vraiment, jusqu'à ses 92 ans, elle continuait à se maquiller, elle se faisait faire les ongles et tout. Mais en fait, elle a énormément souffert de vieillir parce que du coup, bah, elle s'est vue changer, enfin, ça a été assez dur pour elle. Et je me rappelle que parfois, elle voulait pas aller à la boulangerie parce qu'elle se trouvait moche à 95 ans. Elle disait non, non, elle ne peut pas sortir, etc. Et en fait, elle m'a toujours dit soigne ta beauté, soigne ta beauté. Mais en fait, aujourd'hui, avec du recul et grâce à la derma, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je m'enferme là-dedans parce que l'apparence physique, c'est un truc qui change, si on fait reposer notre bonheur là-dessus, en fait, on est trop malheureux tout le temps parce que après, bah oui, on va avoir des grossesses, peut-être, enfin, on va vieillir et en fait, il faut accepter ça, il faut l'embrasser, il faut juste faire reposer sa valeur ailleurs, quoi, parce que sinon, je pense que c'est... Faire reposer sa valeur ailleurs, je trouve que c'est très sain comme phrase, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Ouais, totalement. Ce qui n'est pas évident, hein, évidemment. Oui, bien sûr, mais après, ça n'empêche pas d'être coquet ou coquette. Enfin, voilà, moi, j'adore maquiller, enfin, j'adore faire attention à moi, etc. Mais il ne faut pas que ce soit une prison, en fait. Il faut aussi qu'on accepte que parfois, les autres nous voient dans des moments de faiblesse ou dans des moments où on n'est pas bien, triste, moche ou quoi. Enfin, et accepter que ça fasse partie de la vie et qu'en fait, tout le monde est comme ça. Enfin, c'est la nature humaine, quoi. Donc, Ouais, heureusement, des fois, avec l'âge, on a du recul, c'est vrai. Tu vois, là, par exemple, j'ai des boutons dans le cou, et d'habitude, parce qu'on on se voit, et d'habitude, j'aurais caché, etc. Et là, j'en ai plus rien à foutre, je dis, bah, c'est tout, j'ai des boutons, puis c'est tout, tu vois. ah ouais, Je suis pas là à le cacher, tiens. On va finir par un jeu de questions-réponses. Alors, l'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un livre, en tout cas un livre qui t'a marqué, lequel serait-il? ah non, mais trop dur, il y en a eu tellement. Bah, c'est l'alchimiste qui m'est venu tout de suite. C'est la deuxième fois, je crois, dans mon podcast qu'on en parle. Ouais. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. Ne pas se réveiller sur son téléphone directement quand on se lève. Et moi, ce qui m'aide, c'est juste de... Quand je suis encore allongée en fait dans le lit, les yeux fermés, en fait, je me connecte juste à mon corps. Enfin, je me dis, voilà, je me réhabite entre guillemets. Enfin, je me dis, ok, bon bah, comment je me sens ce matin? Je prends conscience un peu des petites douleurs que je peux avoir ou pas, ou voilà. Mais ça prend vraiment 1 minute, hein, mais se reconnecter à soi avant de commencer sa journée. Ouais, moi, tu vois, je fais un truc aussi où avant de me coucher ou quand justement je me réveille, ce matin, je l'ai fait. Vu que je suis encore un peu en mode, tu sais, en onde cérébrale modifiée, et ben j'en profite pour me dire que je m'aime, que je vais passer une bonne journée, que tu vois, ce genre de choses. Pour l'ancrer dans mon subconscient. Ah ouais, c'est trop important. Une habitude à prendre. Lire. Enfin, pour moi, la lecture, c'est tellement immense, c'est tellement riche. Enfin, on peut vivre déjà des vies toutes plus folles les unes que les autres, mais surtout, on peut apprendre de tout ce que d'autres personnes ont compris avant nous. Et en fait, ça peut nous ouvrir à tellement de choses. Il existe des livres sur tous les sujets du monde. Enfin, et vraiment, je trouve qu'au-delà même de l'apprentissage, c'est ouais, une manière de s'évader. Si on en a marre de son quotidien, on peut lire un livre qui se passe à New York pendant 1 heure, on a l'impression d'être à New York. Enfin, vraiment, je trouve que la lecture, c'est tellement puissant. Et il n'y a pas longtemps, enfin, ça fait à peu près 1 an que j'écoute aussi des livres audio. Et je trouve que c'est aussi une manière de lire tout en marchant dans la rue ou en faisant une autre activité si on peut pas juste être posé comme ça avec son livre. Et je trouve que c'est top. Une habitude à supprimer. Bah, je pense que ça concernerait quand même l'alimentation. Parce que malgré tout, enfin, on ne se rend pas compte de la puissance que peut avoir la bonne alimentation dans sa vie et dans son psychisme. Donc sans aller dans un truc trop extrême, mais c'est vrai que supprimer peut-être des choses qui sont trop régulières et qui ne font pas du bien, que ce soit le café ou que ce soit tout le temps des choses trop grasses ou des fast-foods ou autres, et apprendre à modifier un peu tout ça. Parce que ça peut avoir des gros effets sur la santé. Un moyen de se relaxer rapidement. La respiration. Vraiment fermer les yeux et se respirer en pleine conscience, même si on ne connaît pas les techniques, enfin, respiration triangle ou par le ventre ou quoi, mais juste se reconnecter à sa respiration. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement? J'en ai plusieurs, mais j'aime bien dire que tout arrive toujours pour une raison. Donc vraiment faire confiance à la vie en fait, et se dire que même si sur le coup on ne comprend pas, on comprendra après, c'est comme ça. La médecine alternative à tester impérativement. Bah, j'aurais tendance à répondre direct la naturopathie vu que je me suis formée à ça, mais c'est pas facile de trouver des bons naturopathes.
Donc voilà, je dirais naturopathie si vous trouvez un bon naturopathe. Et sinon, si vous avez l'occasion aussi de trouver un praticien en Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, donc 15 ans auparavant? Je lui dirais de ne pas avoir peur d'afficher sa vulnérabilité en fait, pas s'enfermer dans une façade en fait, ne pas avoir voilà, accepter en fait de parfois ne pas être bien, etc. Parce qu'en fait, plus on renie ces différents aspects de soi, ben, plus ça se cristallise dans des troubles ou des maladies ou quoi, alors qu'en fait, c'est normal. Exactement, ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Camille? Bah, sur Instagram, soit sur mon compte perso, c'est Camille Montaz, avec un tiré du 8 entre les deux, soit sur Possible, mon compte dédié à la dermatillomanie. Donc c'est comme c'est possible, mais possible écrit en P-E-A-U. Voilà, je pense que tu mettras les infos. Et sinon, sur mon blog, c'est possible.fr. Et sinon, dans mon livre, mon tout dernier livre, qui est aussi dispo sur possible.fr. Eh ben merci Camille. Bah, merci à toi, c'était super.